This conference will now be recorded. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde durant laquelle nous discuterons de comment les régions et leur agence de l'énergie peuvent aider les institutions européennes à accélérer la rénovation de notre parc bâti et contribuer à la relance verte. Je m'appelle Philippe Dométriou, je suis chargé de mission à la Fédaren. Alors un mot sur la Fédaren. Depuis 1990, nous représentons les régions, les agences de l'énergie et des îles aussi, dans les débats européens sur les politiques d'énergie durable. Nous aidons par ailleurs nos membres à échanger des bonnes pratiques, à développer des partenariats européens et à promouvoir leurs approches innovantes auprès des institutions européennes. C'est notamment dans cet esprit que le débat d'aujourd'hui est organisé sous la vice-présidence de la Fédaren d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environnement et de l'AREC Île-de-France, avec le support de l'AREC d'Occitanie. Donc, merci à tous pour leur support. Dire qu'on aurait préféré organiser cette réunion en présentiel serait remuer un peu le couteau dans la plaie, surtout vu les problèmes techniques qu'on a. Mais bon, on va se contenter de dire que nous avons hâte de tous vous retrouver à Bruxelles ou ailleurs, sains et saufs, pour continuer la discussion sur les sujets que nous aborderons aujourd'hui. Et notamment parce que ces sujets solliciteront certainement plus d'échanges et de discussions dans les mois et années à venir. Alors, avant de démarrer l'échange, je souhaiterais juste rappeler quelques règles pratiques. J'inviterai tous les intervenants à garder leur webcam allumée, sauf problème technique si vous en avez. On révisera peut-être cette règle si on voit que vos connexions ne font pas face. On va juste vous demander de couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. Voilà. Je partagerai moi-même les diapos en support de vos présentations quand nécessaire, mais autrement, je préfère qu'on revienne systématiquement au format plénière, comme maintenant, pour qu'on puisse voir proprement à qui on s'adresse. C'est le minimum qu'on puisse faire quand même en ce nouveau format en ligne. Alors, pour commencer notre discussion, j'aimerais donner la parole à Iulie Domac, président de la Fédaren, directeur de l'Agence régionale de l'énergie du nord-ouest de la Croatie et conseiller spécial du président de la Croatie sur l'énergie et le climat. Iulie, the floor is yours. Merci Philippe. Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers collègues, bonjour de Zagreb. C'est avec grand plaisir que j'ouvre cette discussion sur la contribution des régions et des agences régionales de l'énergie à la relance verte de l'Europe. Les dialogues directs entre les régions et l'Union européenne a été un vecteur de consolidation des politiques énergétiques de l'Union. Ces dialogues permettent également un rattachement des territoires et des citoyens aux objectifs européens. En tant que président de la Fédaren, je peux témoigner de la valeur ajoutée des régions françaises à l'accélération de la transition énergétique à travers l'Europe. Les initiatives d'observatoires régionaux et des services intégrés de rénovation en France sont juste quelques exemples de bonnes pratiques suivies par nos partenaires européens. Les chiffres montrent que la promotion de ce type de projet à travers des politiques pragmatiques d'efficacité énergétique contribuera à relancer nos économies, mais également à nous placer sur les bons chemins vers l'atteinte de nos objectifs climatiques 2030. Car la crise actuelle a testé non seulement notre santé, notre esprit de solidarité et de résilience, mais également notre capacité à regarder vers l'avenir. Je crois que les échanges d'aujourd'hui entre les régions de l'Europe démontreront une convergence d'ambitions, mais également un savoir-faire local prêt à être mis au service de l'Europe. Je vous remercie pour cette opportunité d'exprimer quelques mots en introduction de cette table ronde. Merci beaucoup.
Merci, merci à toi, Yulié, pour ces mots dans un français impeccable. Ces mots qui donnent le ton à notre débat d'aujourd'hui. Donc, Monsieur Domach restera avec nous pour la première partie de notre discussion, mais devra partir vers 11h45, si je ne me trompe pas. Alors, afin de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais maintenant donner la parole à Adrien Michel, représentant de la Commission européenne, plus exactement de l'unité sur l'efficacité énergétique, afin qu'il nous dise quelques mots sur les axes principaux de la vague de rénovation annoncée par la Commission en octobre dernier. Je vais partager maintenant mon écran et je vais juste vous demander de me confirmer que vous le voyez. C'est bon. Oui, c'est bon. Bon. Monsieur Michel, alors. à vous. Oui, ok, c'est bon. Très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On peut passer directement à la diapo suivante, peut-être, et même la suivante directement. Voilà, en quelques mots, vous connaissez à peu près, je pense tous, le panorama qui s'établit sur la volonté de la Commission européenne d'atteindre la neutralité carbone à 2050. Et donc, pour cela, d'établir un chemin vers la neutralité avec des étapes. La première étape est en 2030. Et pour ce faire, nous avons nos collègues de la DG Climat qui ont établi un plan climat 2030 qui est plutôt une modélisation sur les objectifs à atteindre pour être sur la bonne trajectoire. On a relevé cette ambition à 55% par rapport aux 40% qui avaient été établis précédemment. Et donc, ça va avoir un impact sur les autres objectifs énergétiques et climatiques, à savoir le mix énergétique de l'Union européenne et la modération de la demande. Évidemment, les chiffres sur lesquels on s'était basé au préalable sont déjà presque obsolètes eu égard à l'augmentation de l'ambition. Et c'est donc pour cela que nous sommes en train de revoir tout le paquet législatif, notamment sur l'efficacité énergétique, avec la directive de l'efficacité énergétique, la directive sur la performance énergétique des bâtiments, pour n'en citer que deux, qui vont nous permettre d'être en phase avec les 55%. Aujourd'hui, on sait que dans les objectifs climatiques de l'Europe, l'efficacité énergétique commence à être un parent pauvre. On n'a pas encore les chiffres 2020, mais on les aura l'an prochain et l'Union européenne dans son ensemble devrait être dans les clous en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Également pour le mix, enfin la part des renouvelables dans le mix énergétique. On risque d'être un peu court sur l'objectif d'efficacité énergétique et c'est bien dommage parce qu'on a estimé notamment dans la modélisation de nos collègues de la DG Climat que dans la décennie à venir, la majeure partie des besoins d'investissement sont dans le secteur de l'efficacité énergétique. Alors, je ne vais pas vous reprendre la situation actuelle que vous connaissez bien, simplement souligner le fait qu'il faut non seulement accélérer la cadence, mais augmenter le degré de rénovation de chaque rénovation en promouvant autant que possible les rénovations lourdes ou les rénovations complètes. On peut passer à la diapo suivante. Alors, évidemment, par rapport à ça, vous connaissez aussi la communication européenne sur la vague de rénovation qui a été faite, qui est sortie en octobre dernier, et sur laquelle on prend en considération l'urgence du problème et des pistes d'action. Néanmoins, quand on regarde le graphique suivant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'instruments de financement, mais que c'est encore assez peu lisible. C'est peu lisible parce qu'à ce stade, nous n'avons pas d'outils dédiés ou en tout cas de boîte à outils dédiées pour l'efficacité énergétique. Donc, il faut trouver des sources de financement un petit peu partout. Et d'autre part, parce que le plan pluriannuel de financement de l'Union européenne n'est pas encore validé, comme vous le savez.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la période 2021-2027? Eh bien, il y aura un certain nombre d'instruments que vous connaissez déjà et auxquels vous avez l'habitude de faire appel normalement. Donc, il y a évidemment les fonds de cohésion. Il y a un petit nouveau, c'est le mécanisme pour la transition juste. Alors ça peut être intéressant pour un certain nombre de pays qui ont des régions où les défis de la transition, parce que ce sont d'anciennes régions industrielles ou intensives en carbone, sont plus élevés qu'ailleurs. Et alors pour la France, on peut envisager ce mécanisme pour le Nord-Pas-de-Calais et puis les Bouches-du-Rhône au sein de la région provençale. Il y a également tous les programmes d'assistance technique, notamment ELENA, pour lesquels je vais revenir. Et puis, il y a également quelque chose qui peut vous intéresser, qui est, disons, l'assistance technique et la garantie offerte à des institutions financières. Donc, on avait établi un pilote, le PF4E, dans la précédente mandature. Cet instrument continuera probablement à être déployé. Il a pour caractéristique d'offrir des garanties au secteur financier, aux institutions financières candidates, mais également une partie d'assistance technique. Et c'est sur cette partie que je voudrais insister en passant à la diapo suivante. Car on considère que pour attirer le financement privé, le plus important aujourd'hui, c'est véritablement l'assistance technique pour pouvoir soutenir le rôle de création des agrégateurs, ce qu'on appelle les agrégateurs, que vous connaissez bien, donc les guichets uniques, mais aussi les sociétés de services énergétiques ou les banques. Et ces banques, ça peut être des banques commerciales traditionnelles, ça peut être aussi des sociétés de tiers financement, et on a quelques exemples de ces sociétés en France, là encore en Picardie notamment. On a aussi, et donc le PF4E peut être un instrument d'assistance technique qui sera offert via le InvestEU, hein, donc soit le Advisory Hub, soit ELENA. Ça reste encore à discuter. Mais en tout cas, il y aura une enveloppe d'assistance technique pour les institutions financières et notamment les institutions financières régionales. ELENA continuera, évidemment, et je tiens aussi à préciser qu'ELENA ne soutient pas exclusivement des organismes publics. Il peut aussi soutenir des agrégateurs de droit privé, comme des SEM ou des PIC. Alors, je ne me rappelle plus exactement tous les acronymes qui sont en vigueur en France, mais il y en a beaucoup et je voudrais par exemple parler du projet Octave, mentionner en tout cas le projet Octave dans la région Grand Est, en Alsace, il me semble, qui est une société de droit privé pour laquelle nous avons déboursé un fonds d'assistance technique via ELENA. Ensuite, en ce qui concerne le rôle des régions, je voudrais peut-être finir, parce que je crois que j'ai que 5 minutes, donc vraiment j'essaye de faire le plus court possible. Il y a bien évidemment le fonds de relance qui est destiné aux États, mais sur lequel une partie peut être ensuite fléchée et redirigée vers les régions. C'est le cas pour la France, me semble-t-il, où une partie de l'enveloppe dédiée à la rénovation des bâtiments publics serait mise à disposition des régions. Alors le montant reste à déterminer et à valider. Normalement, une fois que nous aurons reçu les plans finaux des États membres, nous aurons 2 mois pour les valider et les adopter. Donc voilà, en quelques mots, je préfère m'arrêter là pour l'instant et répondre à vos questions si vous en avez, plutôt que de continuer sur la longue liste des instruments. Je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais retenir quand même une phrase au début de la présentation. À ce rythme, on aurait besoin de siècles pour atteindre la neutralité carbone. Mais effectivement, on sent la pression monter, mais on voit qu'il y a des pistes que la Commission a déjà en vue. Alors je sais qu'il y a des questions qui foisonnent déjà dans nos cerveaux à l'égard de la mise en œuvre concrète de cette vague de rénovation. Je vais vous proposer de garder ces questions pour notre session de discussion. N'hésitez pas à les inscrire aussi dans le chat, je vois déjà qu'il y en a quelques-unes.
elles seront, je les mentionnerai absolument. Et j'invite bien sûr nos intervenants à regarder déjà ces questions dans le chat aussi, cas où ça demande un peu de préparation, certaines questions qui sont un peu plus compliquées. Donc, j'aimerais donner maintenant la parole à Monsieur François Alfonsi, membre du Parlement européen, qui, en tant que membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie, prendra le relais sur ces dossiers à partir de juin. Donc, Monsieur Alfonsi, pourriez-vous partager avec nous votre perspective sur la contribution des régions à la vague de rénovation et à une relance verte? Oui, bonjour à tous. Donc, je pense que en propos introductif, et puis pour essayer de rentrer un peu dans le détail de cette programmation sur la rénovation, la directive sur la rénovation, deux choses introductives. La première, c'est que derrière les objectifs de 55% ou 45%, qu'est-ce qui se joue? Il se joue les objectifs sur le réchauffement climatique. Et l'objectif de 1,5%, tel qu'il a été souhaité par tous, de 1,5 degré par an d'augmentation de température à la fin du siècle, passe par des objectifs extrêmement ambitieux en termes de limitation des gaz à effet de serre. Et ce plan sur la rénovation thermique est effectivement fondamental. Et je veux dire qu'il est fondamental d'abord en tant que vecteur de la réduction de cette politique de réduction des gaz à effet de serre, et aussi parce que en Europe nous jouons le devoir, disons, d'exemplarité. C'est-à-dire que si l'Europe ne mobilise pas les moyens qui lui permettent d'être aux 55%, voire aux 60%, puisque notre groupe estime que pour atteindre l'objectif de 1,5 degré à la fin du siècle, il faudra plutôt faire 60% comme objectif. Si l'Europe n'atteint pas ses propres objectifs, on peut penser que le reste du monde renoncera aux siens. Nous avons une responsabilité en ce domaine qui est très importante et l'isolation des logements, c'est une politique essentielle pour cela. Et voilà, c'est la chose sur laquelle je veux insister en introduction, c'est que nous avons en Europe un rôle moteur par rapport à la dynamique des luttes contre le réchauffement climatique dans l'ensemble du monde. Deuxième point, c'est sur la méthode. Donc, je vois que la Commission prend à peu près les bonnes directions. Je voudrais insister parce que c'est une question fondamentale. Chaque logement ancien est donc un gisement d'économie. Et ce gisement d'économie, s'il est de 10 par exemple, il se décline ensuite avec des actions particulières qui portent sur l'isolation des fenêtres, sur l'isolation des toitures, sur l'isolation des parois ou des planchers, etc. Les instruments de production d'eau chaude ou de chaleur pour le chauffage de ce logement. Donc, il y a un gisement global. Et si on ne passe pas par une rénovation globale, c'est-à-dire si on ne prend pas ce gisement dans sa globalité pour le traiter en une opération dans sa totalité, si les gens sont incités à aller plutôt vers des rénovations partielles sur telle ou telle thématique, on sait que le reste du gisement sera perdu. C'est-à-dire que la personne qui a changé ses fenêtres ne reviendra à investir sur son logement pour améliorer ses performances thermiques que plus tard, parce qu'entre-temps, il aura fallu agrémenter son jardin, rénover sa cuisine, etc., etc. Donc, il faut vraiment pousser sur les stratégies de rénovation globale si on veut être capable d'attaquer l'intégralité du gisement énergétique que chaque logement ancien représente. Et pour cela, il faut beaucoup d'accompagnement. Parce que la rénovation globale, c'est très exigeant. C'est très exigeant et c'est très difficile pour les particuliers. C'est très exigeant parce que ça demande d'abord que le particulier, en général, évacue son logement pendant la période des travaux. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup parce que les logements, c'est une famille, c'est des enfants qui vont à l'école, qu'on ne peut pas éloigner trop, etc., etc. Donc, il y a plein de contraintes qui pèsent sur les gens et s'ils se lancent vers une relation globale où ils vont refaire et leurs isolations et leur système de chauffage et leur système de production d'eau chaude selon des normes qui leur permettent d'atteindre les meilleures performances énergétiques, eh bien, c'est vraiment pour eux un effort qu'il faut accompagner. Et d'autre part, l'autre difficulté, c'est que la rénovation globale porte sur la coordination de plusieurs corps de métier. C'est-à-dire qu'à la fois, il va y avoir le plombier qui intervient, le plaquiste, le carreleur, parce qu'il a fallu changer, placer une isolation du sol et refaire le sol, etc. Donc, cette coordination demande beaucoup de technicité. Et souvent, les ménages ne sont pas à même de bien maîtriser et de bien accompagner cette technicité.
Et donc, la coordination des chantiers est quelque chose qui est fondamental. Si on veut aller vers la rénovation globale, il faut vraiment penser à ces deux problèmes, qui est le problème de la personne qui occupe le logement et qui veut mener cette rénovation et qui va donc devoir trouver une solution transitoire pour lui-même et sa famille. Et deuxièmement, la question de la coordination des corps de métier, de façon à ce que les travaux aillent d'abord le plus vite possible, parce que ça, évidemment, atténue la contrainte de devoir quitter son logement le temps des travaux, et ensuite pour qu'il soit efficace et qu'à la fin, on ait les résultats que l'on espère en termes de performance énergétique. Donc, il faut que ces choses-là soient quantifiées, qu'il y ait des frais de mutation qui soient considérés et intégrés dans le coût de la rénovation globale, parce que ça peut représenter, à mon avis, de l'ordre de 20% des enjeux financiers dans les programmations de ce type de programme. Deuxième chose, il faut réfléchir en termes donc d'agrégateurs, donc tout ça va un peu dans le sens de ce que je dis, mais il faut réaliser qu'il y a un moment clé dans la rénovation globale, c'est la mutation du logement. C'est-à-dire que quand une personne va acquérir un nouveau logement, avant d'y emménager, il faut qu'elle soit encouragée à mettre ce logement aux normes énergétiques les plus performantes. Il faut qu'à ce moment-là, on ait une stratégie vraiment ciblée, car c'est le moment privilégié pour intervenir. Un logement pourra passer de passoire énergétique à logement performant au plan énergétique beaucoup plus facilement quand il est vidé par un vendeur et occupé ensuite par un nouvel acquéreur. Et le moment de la mutation des logements, c'est un moment sur lequel il faut vraiment travailler, c'est un moment clé. Et nous sommes là-dessus, je veux insister, c'est vraiment du sur-mesure qu'il faut faire dans ce genre de choses. Et l'outil Elena dont nous a parlé notre représentant de la commission, dans mon souvenir, c'est vraiment une usine à gaz qui est vraiment pas adaptée aux sur-mesures, qui craignent toujours des grosses masses et des gros agrégateurs. C'est peut-être pas la façon la plus pertinente d'avancer. Sur la région d'où je viens, qui est la Corse, les autorités régionales sont beaucoup penchées sur ces questions de rénovation des logements, intégrer la rénovation globale dans les politiques régionales. C'est pas facile, mais il y a un recul de plusieurs années et donc de plusieurs centaines de logements qui nous permettent de savoir quelles ont été les difficultés concrètes, quelles ont été les performances réelles par rapport aux performances théoriques. Quel a été le degré d'accompagnement? Je pense qu'il faut faire remonter un peu ces expériences. Ça s'appelle le programme Aurélie. C'est une expérience qui est favorisée dans un espace insulaire qui peut être un espace laboratoire. Pourquoi? Parce que nous y avons des coûts de l'énergie qui sont supérieurs et que donc chaque fois qu'on économise 1 kWh dans un logement, on a une incidence sur 20 ans en termes d'économie, notamment pour la puissance publique, qui subventionne largement la production d'électricité et la production d'énergie en général. Nous avons un effet en retour. Il faut pouvoir intégrer dans la proposition financière qui est faite aux particuliers que l'on veut encourager à faire la rénovation de son logement. Et donc, ces mécanismes, qui sont des mécanismes un peu complexes, méritent d'être regardés de près. Et donc, je suppose qu'il y a d'autres expériences qu'en Corse qui ont pu être menées dans d'autres régions. Et je pense qu'il faut, et cette réunion que nous tenons aujourd'hui en est la possibilité, vraiment avoir un bon retour d'expérience de tout ce qui a été déjà tenté, car cette politique de rénovation énergétique est la clé pour atteindre les objectifs de 55%, donc pour mettre l'Europe sur la trajectoire d'un réchauffement climatique limité et le plus limité possible, et avec un effet d'entraînement, je l'espère en tous les cas, sur les autres pays associés aux accords de Paris. Enfin, pour conclure, je veux conclure aussi, c'est un élément de difficulté parce que c'est l'enjeu, c'est le gisement énergétique principal, ce sont les passoires énergétiques, c'est-à-dire les logements à très faible performance et qui, le plus souvent, sont synonymes de précarité économique. C'est-à-dire que là où il y a le gisement maximum, il y a l'opérateur, l'acteur qui est le moins capable d'investir, qui est le moins capable de mener à bien une opération qui pourtant améliorerait considérablement son confort personnel et ses capacités économiques pour le futur, car la dépense
énergétique est très très lourde, mais comme il n'a pas devant lui les moyens d'avancer d'abord les travaux, donc ça c'est le premier problème sur lequel il faut se pencher au plan opérationnel, c'est que c'est très bien de donner des subventions, mais si les subventions sont données une fois les travaux terminés et que pour faire les travaux il faut des dizaines de milliers d'euros et que celui qui occupe une passoire énergétique est incapable de les dépenser, on est dans une impasse. Donc il faut trouver les moyens d'accompagner aussi avec des outils économiques, des outils bancaires efficaces ce genre de travaux, en sachant que très souvent, celui qui est précaire économique n'est pas éligible auprès des banques très facilement. Enfin, il y a une vraie problématique sur laquelle il faut réfléchir très précisément, car régler en même temps le problème c'est là où vivent les populations précaires, c'est là qu'il y a le principal gisement en termes d'économie d'énergie, et il faut vraiment avoir des politiques accessibles au public qui sont concernés par ces problèmes de précarité économique. Voilà un peu les quelques réflexions que je voulais vous livrer, et puis je vous remercie. Merci beaucoup, merci Monsieur Alfonsi. Ça nous permet d'avoir une vue complète sur les ambitions et les perspectives au niveau européen. Alors je retiens quelques idées que vous avez mentionnées sur le besoin d'accompagnement, d'intégrer les services techniques, de promouvoir les rénovations globales et le focus fondamental bien sûr sur la précarité énergétique. Et comme on le verra ultérieurement dans nos présentations des intervenants à venir, il y a des outils et des expériences sur le sujet dans les régions déjà, mais qu'il faudra bien sûr disséminer et aider et promouvoir l'échange autour de ces outils. Alors j'aimerais justement maintenant donner la parole à nos 3 régions qui présenteront leurs objectifs et stratégies en matière de rénovation et intention de relance aussi par la même. Pour commencer ce tour des régions, je commencerai par Île-de-France et j'ai le plaisir d'inviter à prendre la parole en premier Jean-Philippe Dugouin-Clément, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement de la région d'Île-de-France et maire de la ville de Mency. Oui, bonjour à toutes et à tous. Un débat riche et assez passionnant. Bon, moi, je partage beaucoup de choses qui ont été développées par François Alfonsi et qu'on retrouve globalement en Île-de-France, mais je pense également dans les autres régions qui sont présentes aujourd'hui. Alors, d'une manière générale, comme on est sur un temps limité, je vais essayer d'être très synthétique, quitte à ce que les autres intervenants puissent rebondir dessus. Les régions, de par la loi, ont ce qu'on appelle un chef de fila en termes de qualité de l'air, de climat, d'énergie. Et donc, les régions constituent pour nous un échelon stratégique de pilotage de la transition énergétique au travers du soutien financier qu'on peut apporter au projet de territoire, au travers des travaux qu'on peut porter avec des acteurs opérationnels régionaux. En l'espèce, notre agence régionale énergie-climat, l'AREC, ou la SEM francilienne, la SEM Île-de-France Énergie, qui d'ailleurs fait du tiers-financement, ce qui est une des réponses aux questions qui étaient évoquées préalablement sur la mobilisation et les avances de trésorerie pour des copropriétés extrêmement dégradées. C'est un soutien financier aux ALEC parce que lorsque l'on parle de rénovation énergétique, on parle aussi souvent d'accompagner des porteurs de projets dans ce qui est un maquis assez complexe et donc il y a un rôle des ALEC là-dessus qu'on soutient extrêmement fortement. Et puis c'est un travail de mise en relation des collectivités franciliennes et des citoyens franciliens. On s'est impliqué extrêmement fortement au travers du plan de relance. Tout d'abord, c'était un plan de relance environnemental de 10 milliards sur 5 ans, 2020-2024, que nous avons enclenché. Ça représente globalement 1 euro sur 2 en investissement dépensé en Île-de-France, un tout petit peu plus d'1 euro sur 2, sous l'ensemble des périmètres environnementaux, qu'il s'agisse de l'énergie, mais pour le coup qu'il s'agisse de la biodiversité, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'ensemble des composantes environnementales. C'est 10 milliards d'euros, 1 euro sur des transports, bien évidemment, sur 2 qui aujourd'hui sont investis en Île-de-France. Sur le volet énergie renouvelable spécifiquement, c'est 48 millions d'euros qui sont mobilisés en 2021.
Et nous sortons d'une COP régionale qui s'est tenue au mois de septembre, sur laquelle 192 propositions de transition écologique ont été actées au travers de 3 axes: la zéro artificialisation nette, le zéro émission nette et le zéro ressources nettes. Alors nous sommes sur la déclinaison aujourd'hui d'une stratégie énergie-climat qui a été adoptée en 2018, que nous voulons fixée calendairement et ambitieuse, avec un premier horizon à 2030 qui pour nous est une réduction de moitié de notre dépendance aux énergies fossiles par rapport à 2015, et qui à 2050 tendre vers une région qui puisse être 100% ENR et zéro carbone. Pour donner 2 chiffres, depuis 2016, l'Île-de-France a investi 124 millions d'euros dans les énergies renouvelables et 31 millions d'euros dans l'efficacité énergétique. Et quand on parle d'efficacité énergétique et de rénovation du bâti, dans notre région, le parc bâti représente 65% des consommations d'énergie et 46% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit qu'on a sur ce sujet-là un point prégnant. Alors on va travailler notamment au travers de 2 axes pour accompagner cette efficacité énergétique et ces rénovations. On vient de lancer un plan d'accompagnement sur les bailleurs sociaux en Île-de-France pour aller éradiquer les 50 000 passoires thermiques qui font partie du parc locatif social. Donc on a un travail de contractualisation qui se fait aujourd'hui avec les bailleurs sociaux. C'est une mobilisation de 10 millions d'euros annuels spécifiquement sur ces acteurs-là. Et puis, on a à côté de ça tout un travail qui est porté notamment, je l'indiquais, au travers de l'AREC et de la SEM Île-de-France Énergie, pour aller accompagner les bailleurs privés et notamment les copropriétés les plus fragiles, les plus dégradées, où bien souvent, non seulement on est sur les gaps ou les sources d'économie en termes d'économie d'énergie les plus importants, mais on est aussi souvent sur les publics pour lesquels le coût de l'énergie est le plus insupportable lorsqu'il n'est pas maîtrisé. Voilà, de manière extrêmement rapide, sans vouloir préempter le débat et en ne dépassant pas 5 minutes, quelques lignes à grands traits dont je souhaitais vous faire part ce matin. Merci beaucoup. Non, on a perçu un exposé très très clair et effectivement très très synthétique et qui nous donne déjà une idée beaucoup plus claire du binôme région-agence et comment l'accompagnement de l'efficacité énergétique peut se faire au niveau régional. Alors pour continuer notre tour de France, j'aimerais donner la parole à Monsieur Thierry Cotel, président de l'AREC Occitanie et conseiller régional de la région Occitanie. On ne t'entend plus, Thierry. Oui, il y a un problème de... Alors que le micro a l'air actif. Oui. Est-ce que vous pouvez vous déconnecter votre micro et le reconnecter? Toujours pas, non. On peut peut-être inverser les tours de parole. Oui, on va peut-être faire ça. Laisser le temps à Thierry de se reconnecter. Alors, je donnerai du coup la parole à Serge Nocody, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement et vice-président de la FEDAREN. Serge, est-ce que ça marche de ton côté? Tu peux mettre, Philippe, si tu peux mettre sur l'écran les 2 diapos. Donc, ok. Oui, donc moi en quelques mots, Serge Nocody. Donc, je tiens d'abord à excuser bien sûr notre vice-président Éric Fournier, très mobilisé en ce moment, comme vous le savez, sur plein de sujets qui touchent la pandémie, en même surtout qu'il est aussi maire de Chamonix. Mais pour autant, l'importance qu'attache et en particulier l'agence que je préside, de par l'importance que représente la FEDAREN dans ses activités multiples, parce que faut le savoir, cette agence, depuis des années, depuis la création de la FEDAREN, d'ailleurs avec Roger Léron et Tige Romache, qui était à l'époque le président de l'agence régionale,
et qui avait pensé que l'Europe était un élément incontournable pour mener des politiques qui permettent de construire des vraies politiques territoriales à l'échelle bien sûr d'une région, mais aussi d'un pays et au-delà de l'Europe. Donc simplement sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons des vrais soucis. Donc et vous avez certainement entendu parler plus d'une fois des problématiques de qualité de l'air. Donc c'est pour ça que les ambitions pour ce mandat ont été justement de fixer un objectif très fort de moins 40% en 2030 par rapport à 1990 sur justement tout ce qui concerne les gaz à effet de serre. Donc sur le slide que vous avez devant vous, vous pouvez constater justement la répartition des différentes parties qui, si vous les voyez bien sur le slide, vous permettent de constater que le transport est un élément important parce que l'Europe traverse Auvergne-Rhône-Alpes, vous savez pourquoi, avec en particulier l'Italie, la Suisse, mais surtout l'Italie, où nous avons beaucoup de problèmes dans la vallée de l'Arve, ce qui explique d'ailleurs cette réaction très forte, et on le verra tout à l'heure avec les outils que présentera Didier Château. C'est pourquoi l'agence a été mobilisée pour justement avoir des études précis, pour connaître de manière claire ce qui se passe quand il y a des zones, des périodes de pollution qui sont bien sûr antinomiques, avec le souhait d'avoir une région qui soit suffisamment respirable. Et on voit bien encore ces derniers temps avec le Sirocco, nous avons été recouverts de sable qui ont amené des villes comme Grenoble, Lyon et toute la vallée et toute la région de Savoie d'être en pollution maximum. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est une mobilisation forte et essentielle pour Auvergne-Rhône-Alpes justement dans l'amélioration. Et donc alors il y a la mise en place des ZFE, mais on en parlera plus tard. Voilà. Donc si on peut passer au deuxième slide, qui est un slide qui concerne principalement la partie logement. Alors sur cette partie logement, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un plan ambitieux aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes tient sur le bâtiment. C'est que nous avons un parc important de logements, 3,5 millions de logements. On a plus de 110 millions de tertiaires et puis ça représente quand même, et c'est ça qu'il faut noter, 23% des gaz à effet de serre. Donc, et pratiquement 50% des consommations d'énergie. C'est pour ça que les objectifs qui ont été fixés, des objectifs ambitieux, c'est vrai, des ambitieux, et on doit le dire, on parle de 100 000 logements, mais je préférerais dire que si on veut être dans une rénovation complète et globale, on est plutôt autour de 60 000 à 70 000, et que l'effort à faire pour atteindre cet objectif, il faudrait le multiplier par 4. Donc, et sur le tertiaire, là aussi, c'est un sujet important. Vous pouvez constater, là encore, que nous avons pu rénover 30 millions de mètres carrés, 70 millions, mais encore, il y a du chemin à parcourir. Voilà. Et puis, un dernier point, donc, toujours dans si je prends le troisième slide, sur les outils d'accompagnement. Alors, pour mener cette politique, c'est clair que la région a mis en place des outils. Il y a deux outils majeurs. C'est que, bien sûr, il y a une direction de l'énergie, de l'environnement, du climat à la région. On a mis en place un service donc public de la rénovation énergétique. C'est quand même 50 millions d'euros qui sont donc positionnés sur cette échéance 2021-2023 avec un centre de ressources régionales et puis surtout, et là c'est un vrai travail de co-construction avec l'ensemble des réseaux et des organisations territoriales, en particulier avec les ALEC et le réseau Flamme. Et puis surtout, vous pouvez constater, c'est l'importance à la fois de l'information du conseil. Il y a plein d'opérations qui sont menées. Je prends Grenoble qui fait des opérations mur 1, le mur 2, qui consiste à accompagner et à aider les copropriétés à pouvoir rénover leurs bâtiments, surtout sur les passoires thermiques. Et puis, on travaille beaucoup avec l'État, bien sûr, mais surtout avec les C2E sur certains sujets autres que les sujets qui participent justement à améliorer la qualité de logement. Et puis, sur le tertiaire public, là, l'agence est missionnée, donc on a 20 structures territoriales qui représentent quand même 100 équivalents temps plein, qui participent à l'information, au conseil et à l'accompagnement.
toujours dans le cadre, bien entendu, de subventions de l'État et des C2E, et puis du FEDER. Et puis, j'oublie pas, et il faut le dire, que l'Europe nous aide beaucoup parce que l'agence, la spécificité de l'agence régionale, entre autres, c'est d'avoir pris à bras le corps, comme je le disais en préambule, le sujet des projets européens. Je finirai là-dessus. Vous savez que l'Europe avait initié à l'époque sur le sujet des centrales photovoltaïques citoyennes un projet et qu'aujourd'hui, on peut le dire, c'est un projet qui a permis de développer de manière très forte justement cet outil grâce à l'Europe. Et aujourd'hui, nous sommes organisés autour justement d'une association nationale qui touche justement les centrales photovoltaïques, qui permettent aux citoyens, au territoire, de pouvoir justement comprendre la politique de l'énergie dans l'application vraie sur leur territoire. Et ça, c'est à noter. C'est pour ça que je souhaite, j'en parlais tout à l'heure, mais si on peut avoir des éléments, comme ça a été dit précisément en début de présentation, c'est de dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut qu'on puisse aider l'Europe aussi à participer à la connaissance de ce qui se passe sur les régions pour permettre justement dans cet échange de co-construction qui ruisselle, dans le bon sens du terme, le ruissellement, sur les territoires, les citoyens et surtout pour aider les collectivités à réaliser leur schéma territoriaux. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Et puis, il y aura tout à l'heure des châteaux qui accompagnera justement le concret de quels sont les outils qui sont mis en place aussi pour mener toute cette politique. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci beaucoup pour cette présentation qui donne encore plus d'éléments, oui, effectivement, afin de répondre à la question comment accélérer les rénovations en vue des nouveaux objectifs prévisionnés de 55% de réduction, voire 60% comme le Parlement européen propose. Alors, pour conclure notre voyage interrégional, je souhaiterais maintenant revenir peut-être à Occitanie, voir si le micro de Monsieur Cotal fonctionne. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah ben c'est parfait. Du coup, je l'ai laissé allumer pendant l'intervention précédente de façon à éviter de perdre le fil parce que ça avait fonctionné en début. Bon, voilà. Donc, merci pour l'organisation de cet échange et je voulais poursuivre ce que mes collègues ont pu dire juste un petit peu avant parce que je pense que dans les régions, on fait beaucoup sur la transition énergétique et on le fait peut-être un peu différemment. On le fait surtout en fonction des diagnostics que l'on effectue sur nos territoires. Évidemment, on ne peut pas aborder les choses de la même manière comme en région Hauts-de-France ou dans l'Est de la France ou toute autre région aussi un petit peu ailleurs en Europe. Donc, on a commencé, nous, en début de mandat régional, en 2015, de faire un diagnostic et on s'était engagé sur l'idée d'avoir une ambition très forte, c'est-à-dire de devenir région à énergie positive à l'horizon 2050. Et autour donc de cet objectif ambitieux, on a diagnostiqué ce qu'il fallait faire pour pouvoir y arriver. Et pour le coup, on a donc sur les différents secteurs pu envisager là où on pouvait ce qu'il fallait baisser en termes de consommation et ce qu'il fallait donc rajouter en termes de production d'énergie renouvelable. Donc cet objectif, cette ambition, c'est de diviser par 2 donc nos consommations énergétiques et de multiplier par 3 notre production d'énergie renouvelable pour arriver à l'objectif de réduction à énergie positive. Alors assez rapidement et indépendamment déjà de l'ensemble des dispositifs qu'une région avec sa compétence peut développer sur la question énergétique, on a senti le besoin en fait de constituer un outil spécifique qui est donc l'Agence régionale de l'énergie et du climat, qui a démarré en 2017 et qui a comme objectif de pouvoir offrir, notamment aux collectivités territoriales, mais pas que, l'ensemble donc de phases permettant d'aller de l'idée jusqu'à la concrétisation sur leur territoire d'opérations de production d'énergie renouvelable ou de baisse de consommation significative. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir constitué dans cette agence 2 sociétés. L'une qui est une société d'économie mixte qui possède 9 actionnaires, dont la région Occitanie,
avec un capital relativement important, puisque nous avons actuellement 23 millions d'euros de capital et plus de 40 millions d'euros de fonds propres, de façon à financer l'ensemble de ces projets d'efficacité énergétique. D'aller donc de l'idée, d'aller de proposer le diagnostic et d'aller ensuite directement sur les projets de financement, notamment sur la production d'énergie renouvelable. Et ensuite, nous avons une société, une SPL, une société publique locale, qui notamment porte d'ailleurs une société de tiers financement pour la rénovation énergétique des bâtiments, notamment des logements privés que nous avons démarré donc l'année dernière, avec un capital là aussi assez important de plus de 40 millions d'euros. Et donc, du coup, on a, si vous voulez, globalement une offre permettant, soit pour les collectivités, soit pour les opérateurs privés, quelque chose qui nous permette d'accompagner cette massification de production d'énergie renouvelable et également cette baisse de consommation. Cet outil se veut être un outil très souple, très agile, permettant donc d'intervenir sur les secteurs dont je vous parlais tout à l'heure. On parlera, je pense, dans la discussion sur la rénovation énergétique du bâtiment, où on sent que sur les régions, on a quelques initiatives qui sont assez intéressantes et qui peuvent massifier la rénovation des bâtiments, toujours dans une logique, tout à l'heure François Alfonsi le disait, une logique qui permet de faire en sorte qu'il y ait une vraie rénovation globale du bâti concerné, de façon à ce que ce soit le plus efficace possible. On a également dans la société d'économie mixte non seulement évidemment une capacité à pouvoir rentrer dans le capital de ce projet, c'est-à-dire qu'on est actionnaire de ces sociétés de production d'énergie renouvelable, mais on a également aussi une autre SAS qui travaille sur la partie innovation. Donc, on est en capacité de pouvoir aussi financer des projets innovants, comme par exemple l'éolien flottant, ou tout ce qui tourne autour de la partie hydrogène, sur laquelle on a des dispositifs particuliers, notamment sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et en collaboration aussi avec le gros industriel qui est Airbus, avec une perspective de pouvoir produire de l'hydrogène et donc de monter une société capable de pouvoir le faire et de servir non seulement les intérêts d'un écosystème bien particulier qui est un aéroport où l'utilisation de l'hydrogène peut être effectuée, mais également aussi avec le gros industriel Airbus qui a comme vision d'avoir un avion électrique à l'horizon 2030, ce qui passera forcément par la production assez importante d'hydrogène. On a également une autre société d'efficacité énergétique pour les entreprises, sur laquelle au début on voulait le positionner de façon à travailler aussi sur le secteur industriel. Et au bout du compte, on a eu un succès relativement important pour une raison très simple, c'est que comme on se positionne comme étant un tiers de confiance, c'est-à-dire être capable non seulement de pouvoir avoir la bonne expertise, mais également aussi trouver des solutions de financement, sans pour autant que ce soit des sociétés qui orientent vers leurs propres solutions. Donc, on a fait ça avec une grosse société qui s'appelle Ambros, que vous connaissez peut-être, mais également aussi avec le CNES, avec qui on est en train de travailler pour l'ensemble de leurs bâtiments, et pas simplement d'ailleurs les bâtiments existants en région Occitanie, mais également au-delà alors on s'éloigne un peu, puisqu'on parle même de les aider sur leurs installations à Kourou en Guyane. Donc, vous voyez en fait un panel d'outils permettant de pouvoir travailler et d'avoir cette vision globale non seulement de la production d'énergie renouvelable, mais également aussi de tout ce qui est baisse de consommation sur la mobilité et sur les bâtiments, comme on l'a dit, mes collègues l'ont dit, ce sont des deux secteurs évidemment extrêmement consommateurs d'énergie et sur lesquels il faut qu'on arrive à trouver des solutions importantes et massives et qu'on soit en capacité aussi de les financer derrière. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur ce qu'on fait en région Occitanie. Merci beaucoup, très intéressant cette variété d'outils qui permet un ciblage de multiples secteurs dans lesquels les gains d'efficacité énergétique sont absolument nécessaires. Et merci à tous nos intervenants pour leur présentation. Bon, le format en ligne présente ses défis, mais merci beaucoup pour votre compréhension. Et je souhaiterais maintenant ouvrir la discussion. Tout d'abord, j'aimerais permettre à nos participants et aux intervenants, bien sûr, à réagir par rapport aux présentations qui ont eu lieu ou à poser des questions s'il y en a. Et pour commencer, je vois qu'il y a déjà une question pour Adrien Michel, je crois, concernant
les projets en cours. Donc, en quoi ces nouvelles orientations qui ont été présentées dans le cadre de la vague de rénovation peuvent et doivent affecter les projets en cours comme Bapora, les guichets uniques pour les bâtiments publics en aura? Peut-on imaginer des avenants d'extension de ces programmes existants? Donc la question se pose par rapport à ces nouvelles initiatives, à cette nouvelle vague de rénovation, quel sera l'avenir des services intégrés qui sont déjà en train d'être constitués maintenant? Alors, pour répondre à cette question, bien que je ne connaisse pas spécifiquement le projet Vapora, mais je pense que ça s'applique sur tous les projets, il y a un principe pour la Commission, pour les institutions européennes, disons de la continuité budgétaire et de la continuité opérationnelle. Donc, si vous avez un projet qui est en cours d'évaluation dans un programme comme ELENA, il y a encore du financement disponible. Le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'on est en train de négocier la programmation pluriannuelle de financement, et heureusement. Ensuite, sur les conditions d'éligibilité des programmes, évidemment, encore faudrait que ces conditions changent, et une fois qu'elles changent et qu'elles sont adoptées, ensuite ce sont sur les nouveaux, sur les nouveaux projets de soumission que ces nouvelles conditions s'appliqueront. Donc pour l'instant, rien ne change, si vous voulez. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. J'espère, pour Laurent Chanisso qui a posé la question. Non, pour moi, c'est très clair et c'est rassurant. Alors, j'aurais du coup, y a-t-il des réactions ou d'autres questions? Sinon, moi, j'aurais... Oui. Excuse-moi, juste pour ajouter, en fait, l'idée, c'est de dire, ça va prendre du temps de faire des nouveaux appels d'offres, des nouvelles constitutions de dossiers, de déposer les dossiers, et donc la mise en route, en fait, de cette vague va arriver que en 2022 ou autre, quand on aura répondu à ces appels d'offres, enfin à ces nouveaux appels de la Commission européenne. La question que je pose, c'est un certain nombre de projets qui sont déjà en cours, qui ont déjà été sélectionnés, qui sont déjà en activité, peuvent répondre en se développant ou en rajoutant certaines dimensions à cette vague verte de façon très rapide, très opérationnelle et très, très rapide. Et donc la question, c'est pourrait-on imaginer qu'au lieu d'avoir simplement tout un tas de nouveaux projets qui arriveront, on va dire demain, on puisse aussi avoir des volets d'extension ou de déploiement sur les projets déjà existants. Ok. C'est pas impossible. Voilà. C'est pas impossible parce que, alors pour reprendre l'exemple d'ELENA, ça nous est arrivé d'avoir des projets qui avaient été validés dans un premier temps et qui demandaient ensuite une extension ou une complémentarité sur un autre axe, par exemple un déploiement territorial vers les communes rurales ou l'augmentation du rythme des rénovations. Donc, alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait tendance à considérer qu'un projet, pour pouvoir bénéficier d'un autre financement, devait être finalisé. Donc, ce problème de timing, il reste présent. Et là, je n'ai pas de réponse définitive à vous offrir à ce stade. Donc, il est possible, malheureusement, que pour un projet donné, un module complémentaire qui soit en phase avec la vague de rénovation soit un petit peu bloqué puisqu'il doit attendre que la première partie du projet soit finalisée. Mais c'est un point qui est intéressant à soulever parce que ça, c'est typiquement le type de retour d'expérience du terrain dont on a besoin pour pouvoir éventuellement réajuster la mire. Merci pour cette clarification. Laurent Chanisso, est-ce que... Non, c'est parfait, ça me convient tout à fait. On vous fera savoir deux, trois idées qu'on a en tête. Merci. Alors, j'ai une question qui vise tant les régions, peut-être que la Commission aussi. Alors, on voit quand même une convergence des ambitions assez claires au niveau régional et au niveau européen en matière de rénovation et de politique d'efficacité énergétique. Alors, ma question,
d'autant plus qu'on parle d'un contexte français. Pensez-vous que la rénovation énergétique est suffisamment saisie en tant qu'opportunité dans les discussions au niveau national de planification de la relance? Donc sur les sujets de relance, dans les débats, est-ce que la rénovation est suffisamment saisie comme opportunité? Et surtout, ma question en fait sous-jacente, c'est quels sont les risques si on rate ce train? Je ne sais pas qui souhaiterait prendre la parole en premier sur cette question. Si vous voulez 2 mots là-dessus, très rapidement, je pense que le fait que ce soit intégré dans les plans de relance, qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait des budgets qui soient débloqués, c'est une réalité, quels que soient les échelons, que ce soit l'échelon européen, l'échelon national, l'échelon régional, mais y compris, on a un certain nombre de départements ou d'agglomérations qui portent aussi des politiques assez fortes en ce sens. Le sujet pour moi aujourd'hui, au-delà des questions de mobilisation financière, c'est beaucoup plus l'accompagnement au plus près sur la rénovation énergétique. Parce que assez souvent, on se rend compte que la question budgétaire est une réalité, mais c'est toute la démarche, le travail amont pour arriver, notamment quand on est sur des copros dégradés, à emmener une copropriété, à accepter d'aller voter, d'aller enclencher la rénovation. C'est l'accompagnement pour aller chercher des aides quand on parle de logement individuel. C'est véritablement le soutien en ingénierie locale. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse difficulté, au-delà de la question financière, où je crois que tout le monde fait des efforts, alors certains peuvent faire plus que d'autres, mais cette volonté-là, elle existe. Donc moi, je crois que c'est vraiment comment est-ce qu'on descend et comment est-ce qu'on arrive collectivement à descendre à l'infra, à accompagner les gens individuellement pour aller vers cette transition, parce que très clairement, si on n'y arrive pas, la seule réalité, au même titre que les politiques de rénovation de transport qu'on a, c'est qu'on ne tiendra pas les objectifs de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Quand je dis qu'on ne les tiendra pas, déjà tenir le 1,5 degré, ça relève aujourd'hui du vœu pieux. Mais c'est-à-dire qu'on peut être très au-delà avec des conséquences que ça peut avoir. C'est une inadaptation d'un certain nombre de nos territoires au mode de vie qu'on a aujourd'hui. Oui, moi, je veux bien intervenir également là, sur ce que vient de dire notamment Jean-Philippe Dubouin, mais je pense qu'il y a les trois en fait sur lesquels il faut qu'on arrive à jouer. L'accompagnement évidemment est primordial, et on voit bien que lorsque un foyer cherche en fait à faire sa rénovation énergétique, il ne sait pas trop comment être accompagné et conseillé, malgré le fait qu'il existe beaucoup de structures un petit peu partout sur le territoire national et dans les régions qui fonctionnent déjà. Il y a le deuxième point qui est le financement, qui reste quand même toujours un problème. Alors, c'est bien qu'on soit en crise et qu'à un moment donné, on s'aperçoive qu'il faut financer d'une manière massive un certain nombre de secteurs qui semblent être dans les discours toujours présents depuis d'ailleurs de nombreuses années. Hein. La question de la rénovation énergétique des bâtiments, ça fait très longtemps qu'on en parle. Tout le monde explique qu'il faut rénover tant de dizaines de milliers de logements par an, et au bout du compte, il ne se passe rien. Donc la question du financement est évidemment très importante. Dans le cadre du plan de relance, c'est bien qu'il y ait ces financements-là. Il faut qu'ils soient pérennes, au-delà même de la crise économique qui est en train d'arriver. Je pense que là aussi, il faut qu'on ait, notamment au niveau européen, quand on parle des critères de Maastricht, qui à un moment donné étaient quand même assez restrictifs sur la dépense publique, sur les questions de la rénovation énergétique des bâtiments sur le long terme, ça reste un élément sur lequel il faut durablement se dire que oui, on va investir sur le long terme et que ça nécessite un soutien public financier relativement important. Et le troisième volet, ça reste le soutien aussi à la filière industrielle de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est-à-dire que quid de l'ensemble donc de la coordination finalement des corps de métier et voire même de la capacité que les entreprises seraient en mesure de pouvoir avoir sur la partie déploiement finalement d'une massification importante, d'une rénovation aussi qui se veut être globale, et donc faire intervenir des fois plusieurs corps de métier qu'il faut peut-être structurer, peut-être aussi labelliser. C'est les trois freins que je vois en fait qu'il faut arriver à débloquer pour pouvoir faire une rénovation massive et être, comme vous le disiez, dans les critères et les objectifs qu'on s'est fixés pour le climat.
Merci beaucoup pour vos réactions. Alors, si à ce stade, il n'y aurait pas une autre réaction, je suis conscient du temps qui s'écoule et du retard, qu'on a accumulé au début pour des causes techniques. Je souhaiterais demander à nos participants de garder leurs questions ou réactions pour la deuxième session de discussion et de passer maintenant, tout de suite, si vous le voulez bien, aux présentations des initiatives phares des 3 régions françaises pour qu'on analyse encore plus ces freins et notamment ces démarches d'accompagnement qui ont été mentionnées durant cette première partie de notre discussion. Et j'invite bien sûr tous nos intervenants jusqu'à maintenant de rester avec nous si bien sûr leur agenda le permet. Pour commencer notre discussion sur les initiatives phares, sur notre focus sur les initiatives phares, je donnerai la parole à Didier Château, directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui présentera les outils que l'agence et la région ont développés pour accompagner la prise de décision. Je vais maintenant partager mon écran. Merci et bonjour à tous. À côté de l'effort, effectivement, qu'a décrit rapidement Serge Nocody tout à l'heure, sur le virage et la mobilisation de l'agence sur les outils d'accompagnement indispensables à la réussite de la massification de la rénovation, on s'est aussi concentré sur les enjeux de données. Tu peux passer à la slide suivante, Philippe. Avec deux outils, un outil que vous connaissez sans doute bien, qui sont les observatoires régionaux. Les agences sont dans l'immense majorité des cas porteurs de ces observatoires et tout l'enjeu, c'est aujourd'hui d'apporter au territoire des données les plus précises possibles, les plus récentes aussi. Il y a un vrai enjeu à réduire le délai entre, voilà, un délai généralement de 2 ans, entre l'apparition du bilan, voilà, en 2020, on travaille sur le bilan 2018. Ces territoires ont besoin qu'on accélère et les observatoires, d'une manière générale, ont besoin d'être confortés dans leur statut, je dirais, de fournisseur de données de référence. Donc, ces observatoires produisent de façon territorialisée, d'une part, c'est-à-dire à l'échelle de chaque communauté de communes, de chaque commune, des bilans, des profils climat, air, énergie, et ce, avec un effort considérable d'adaptation et d'amélioration du service. Et ces observatoires sont aussi là pour fiabiliser les données. On constate régulièrement que l'échelon national n'est pas en capacité de fiabiliser ces données. C'est bien à l'échelon régional que cette possibilité est rendue possible, si j'ose dire, parce qu'on a des échanges réguliers avec chacune des collectivités présentes sur le territoire. Donc, ce premier outil, il est clé, même si, et tu peux passer à la deuxième slide, on constate qu'il ne suffit pas, d'abord pour des raisons de financement. Les régions, l'État en France, voilà, ont généralement quand même plafonné leurs aides sur ces observatoires. Et donc, l'agence a décidé de prendre l'initiative pour travailler sur un outil de mise à disposition de données plus ergonomique, plus complet, plus large aussi, intégrant des enjeux de déchets, d'économie circulaire. Et ça s'est fait à travers le projet Terre Historique qui rassemble aujourd'hui 5 régions en l'espace de 18 mois, avec un objectif clé qui est la nécessité de fournir aux décideurs locaux, aux élus tout particulièrement et aux collectivités bien sûr, mais au-delà, à tous les acteurs des territoires, des données beaucoup plus fines, beaucoup plus d'analyse aussi, pour pouvoir conduire leur stratégie énergie-climat
et notamment sur l'enjeu de la rénovation, hein, il y a des vrais sujets de meilleure compréhension du tissu d'accompagnement économique, de la place des artisans, de la capacité de chaque territoire à porter ces politiques de rénovation. Et pour continuer à accompagner intelligemment ces territoires et leur donner vraiment des outils d'aide à la décision performante, ben, l'Europe s'est révélée être, et on l'espère continuera, s'est révélée être un outil précieux pour soit approfondir des données manquantes, soit contribuer à déployer ces outils sur les territoires. Donc voilà, c'est un très bel exemple de coopération. On espère que l'Europe sera, enfin nos partenaires européens pourront s'en inspirer. On a commencé au-delà des frontières régionales et nationales à diffuser cet outil. Voilà. Donc, c'était les deux points qui me semblaient clés. Continuer à légitimer, hein, sans qu'il y ait une situation de monopole non plus, mais continuer à légitimer ces espaces de production de données de référence et puis aller plus loin dans la capacité à fournir des analyses territorialisées au territoire pour qu'ils fassent des choix non pas en fonction d'opportunités de financement seulement, mais bien en regard de leur profil de ressources et de la façon dont à la fois ils en disposent, mais aussi dont ils les utilisent. Voilà, merci. Non, mais merci à vous. C'est assez intéressant cette présentation de l'Observatoire qui, pour ayant suivi depuis quelques mois les discussions sur la révision de l'efficacité énergétique, le développement de ces outils semble fondamental puisque dans ces discussions apparaît le problème du suivi de l'impact de nos politiques énergétiques et comment ajuster nos politiques afin d'optimiser nos impacts. Les données existent quelque part, mais bien sûr, il faut les avoir et s'en servir pour ajuster nos approches. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je souhaiterais maintenant tourner l'attention vers un autre type d'outil essentiel qui a été largement abordé jusqu'à maintenant par nos intervenants, qui est promu par de nombreuses agences de l'énergie en Europe. Je donne donc la parole à Raphaël Claustre, directeur général d'Île-de-France Énergie, qui nous présentera leur service intégré pour l'accompagnement de la rénovation. Vous pouvez encore voir mon écran, ça va? Oui, je te remercie Philippe. Moi, je vais donc prendre quelques minutes pour présenter l'action d'Île-de-France Énergie, dans la continuité de l'exposé de Jean-Philippe Dubois-Clément, pour parler de cet outil qui est un outil intégré de tiers financement de la rénovation énergétique. Alors, tiers financement, comme son nom ne l'indique pas, fait tout, c'est-à-dire le technique, le social et le financier. On a tendance à penser que comme ça s'appelle tiers financement, on ne s'occupe que de financier. Et le financier, c'est ce qui arrive à la fin quand on a fait tout le travail précédent de montage technique, de conviction, d'approche sociale. Donc, je vais décrire ça assez rapidement. D'abord, sur la slide suivante, vous verrez que nous sommes l'outil principal de la région Île-de-France, mais que nous avons aussi d'autres actionnaires. Région Île-de-France à 60%, mais aussi Ville de Paris, département du Val-de-Marne, la Caisse des dépôts, que bon, plupart des acteurs ici connaissent, d'autres territoires, je ne vais pas tous les citer. Et par ailleurs, nous sommes, comme ça a été dit par Monsieur Michel, un acteur de droit privé, capital public de droit privé, une société d'économie mixte. Et nous avons effectivement bénéficié d'un soutien par, à l'époque, MLEI-PDA, d'aucun outil de la Commission. Et nous bénéficions par ailleurs d'un soutien de la Banque européenne d'investissement, c'est-à-dire de lignes de refinancement. On a fait un tirage cette semaine pour 1 million d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement pour prêter à des copropriétés. Sur la slide suivante, je vais expliquer un peu plus ce que l'on fait. Le but, c'est de fournir un service intégré aux copropriétaires, puisque on a tous décrit les intérêts de la rénovation énergétique, intérêts en termes de climat, c'est une évidence, intérêts en termes de réduction de la facture et donc de lutte contre la précarité énergétique, donc une dimension sociale, intérêts, certains l'ont dit aussi économiques, en dynamisation du tissu d'artisans et d'entreprises du bâtiment du territoire. Donc ça, c'est certain, mais c'est les intérêts généraux du point de vue de vous et moi.
quand on va voir des copropriétaires, si on leur dit, bien, nous vous demandons d'investir chacun 25 000 euros parce que c'est bien pour le climat et c'est bien pour les entreprises du bâtiment, en général, ils vont nous dire non. Donc, il faut évidemment voir le projet du point de vue du maître d'ouvrage. A-t-il intérêt, a-t-il envie de le faire? Et sauver le climat pour 25 euros, tout le monde sera prêt à le faire. 200, pourquoi pas. 25 000, les gens vont hésiter à 2 ou 3 fois. Je dis 25 000 parce que c'est pas le prix de tous nos projets, mais c'est le prix moyen d'une rénovation globale en copropriété. C'est assez nettement plus élevé en maison individuelle. Donc, les motivations de leur point de vue, ça va d'abord être l'entretien et la requalification architecturale du bâtiment. Le bâtiment, je parle en copropriété, il peut y avoir des petites nuances en maison individuelle. Le bâtiment est vieillissant, eh bien c'est le moment de le traiter pour que les pathologies du bâtiment soient traitées, que son esthétique vieillissante soit améliorée. Et donc, on va faire une isolation par l'extérieur en même temps qu'on traite la façade. Et puis, on va en profiter pour changer toutes les fenêtres et faire changer tous les éléments qui vieillissent. La deuxième motivation qu'on va rencontrer de la part des copropriétaires, c'est l'amélioration du confort. On part de logements où on n'est pas très bien l'hiver parce qu'il fait froid. De plus en plus souvent, on n'est pas très bien l'été parce qu'il fait chaud, voire des problèmes acoustiques. Et on va essayer de traiter tout ça à la fois. Les économies d'énergie interviennent aussi, mais c'est très rarement la première motivation. Et les questions de gaz à effet de serre, évidemment, aussi. Et tout ça, ça se traduit par une conséquence économique. Les logements dans les meilleures classes énergétiques valent plus que les logements dans les moins bonnes classes énergétiques. En France, c'est pas le cas dans tous les pays européens. Les transactions immobilières sont obligatoirement des actes authentiques, donc enregistrés par des notaires. Ça ne peut pas se faire sous seing privé. Ce qui veut dire qu'il existe des bases de données énormes de notaires sur lesquelles il y a toutes les informations, la taille, le lieu, le montant de la transaction, l'état du bien et l'étiquette énergie. Et donc, on peut facilement faire des études de corrélation et voir l'impact de la classe énergétique sur la valeur d'un bien, toutes choses égales par ailleurs. Et aujourd'hui, il est assez évident en Île-de-France. On est par exemple, alors à Paris, c'est dur à mesurer parce qu'on est en zone très tendue, mais la région Île-de-France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 85%, pas Paris, en nombre d'habitants. Donc Paris, c'est presque un détail. Je les aime un peu, mais c'est très minoritaire dans ce qu'on fait. Et bien, sur la petite couronne francilienne, on a 12% d'écart de valeur entre les meilleures et les moins bonnes classes énergétiques. Et sur des biens qui valent en moyenne 300 000 euros, 12%. 12% de 300 000 euros, vous pouvez vite calculer que ça fait des montants très élevés. Juste pour rappeler, je crois qu'on a un intervenant au téléphone qui a des parasites. Je vais sur la slide suivante. Je voulais juste rappeler ce que ça donne du point de vue du maître d'ouvrage, de celui qui décide. Sauf que celui qui décide, même si on lui démontre qu'il a intérêt, que c'est bon en termes collectifs, que c'est bon en termes individuels, encore faut-il qu'il y arrive. Et ça a été brossé dans les portraits d'intervenants précédents. C'est compliqué. D'abord, savoir ce qu'il faut faire en termes de travaux, savoir comment le faire. En général, on va leur dire, on va avoir un architecte, et puis l'architecte, au bout d'un moment, va leur dire, va avoir un bureau d'études, et ensuite, on va leur dire, va voir une société qui va vous accompagner sur le côté social ou ingénierie financière, et ensuite, pour les rares qui auront tenu le coup, on va leur dire, va voir une banque qui, une fois sur deux, va pas les financer. Donc, il y a à peu près aucune chance qu'ils aillent jusqu'au bout sur un projet. C'est pourquoi la région Île-de-France a voulu créer un opérateur qui fasse tout, qui fasse la conception, donc la maîtrise d'œuvre, le rôle de l'architecte, qui fasse les études énergétiques, qui fasse les études financières et qui prête elle-même. Et c'est donc ce qu'on fait pour éviter qu'ils tournent en bourrique et qu'on leur fasse un projet qui soit en même temps énergétique, architectural et financier. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recommande, ne jamais séparer les trois motivations. On ne fait pas d'abord l'un de ces trois aspects et ensuite on va voir ce que ça donne financièrement. Ensuite, sur la slide suivante, ce que ça peut donner sur le côté financier pour les convaincre. Si on arrive en disant bonjour, c'est 25 000 euros, on a perdu d'avance. Même si déjà c'est pas toujours 25 000, hein, c'est des moyennes, et même si on sait à peu près combien ça va coûter, on n'annonce jamais une quote-part seule. Il faut toujours annoncer une quote-part, les subventions que peuvent avoir les ménages, ce que ça peut donner une fois transformé en après, et enfin ce qui reste une fois qu'on a enlevé les économies d'énergie, ce qu'on appelle l'effort mensuel, l'impact sur le budget mensuel des ménages. Si on parle de la quote-part, de l'investissement à faire, pratiquement personne n'a ça en épargne. Par contre, si on leur dit pour avoir un bâtiment peu consommateur d'énergie, qui soit plus beau, qui ait traité toutes ces pathologies où tous les équipements ont été renouvelés et peu émetteur de gaz à effet de serre, ça va vous demander un effort, ça va avoir un impact de 60 euros sur vos comptes mensuels. Et là, par contre, on a d'assez bonnes chances d'y arriver. J'insiste sur le fait qu'il est très important que ce soit plus faible pour les ménages à bas revenus, surtout en copropriété. En copropriété, tout le monde doit payer, même ceux qui étaient contre. Donc, si des ménages n'ont pas de quoi payer,
leur bien va être saisi. Donc, il y a les enjeux importants. On regrette malheureusement que la France vienne de diviser par 2 les aides pour les ménages à bas revenus en copropriété. C'est le paradoxe du plan de relance. Le plan de relance a conduit à diviser par 2 les aides pour les ménages les plus pauvres. Aujourd'hui, on s'attend à des conséquences assez graves. Sur la slide suivante, bien, une fois qu'on a fait ce montage technique financier et qu'on est allé chercher les aides pour les ménages, bien, on va leur faire un montage de prêt. Comme nous, on ne fait que de la copropriété. Alors, en Ile-de-France, il n'y a pas que de la copropriété, mais c'est quand même un habitat assez dominant, donc on s'est spécialisé sur ce secteur. Et on fait des prêts collectifs. Il y a 3 sociétés en France qui peuvent faire du prêt collectif, 2 banques qui s'appellent Caisse d'épargne, Domo Finance qui est une filiale de BNP, et nous. Alors nous, on a le droit de faire du prêt collectif à condition d'accompagner la copropriété sur ces aspects techniques. Et là, ça va être un prêt à toute la copropriété et chaque copropriétaire va décider d'y participer ou non. Ce qui va nous permettre d'avoir 0 condition d'âge, y compris pour les personnes très âgées dont on sait très bien qu'elles vont décider en cours de prêt. Quand une personne a 95 ans et qu'elle emprunte sur 15 ans, il n'y a pas d'études statistiques à faire, on est voisin de 100%. Simplement, il va falloir prêter à cette personne parce qu'elle a besoin d'une solution de financement. Il n'y a pas d'études non plus de la capacité de remboursement du ménage jusqu'à 21 000 euros. Et donc, ça nous permet de prêter pratiquement à tout le monde, y compris de prêter à taux zéro en ce moment, parce qu'on a le gouvernement a prévu ce dispositif et qu'en ce moment, on a le droit de le distribuer. Voilà, je pense que je dois arriver à la fin. On a aujourd'hui travaillé, tu peux avancer, Philippe, j'ai des effets un peu ratés. Voilà. On a travaillé pour 72 copropriétés, ce qui représente un peu plus de 11 000 logements. Et parmi elles, 3 300 ont voté les travaux. Il faut savoir que quand on commence à travailler avec une copropriété et le vote des travaux, il y a au moins 2 ans si tout va bien et 4 ans en moyenne en réalité. Et la livraison, c'est plutôt 6 ans après le moment où on rencontre une copropriété. En moyenne, on divise par 2 la consommation d'énergie et on a travaillé pour un quart pour des ménages en revenus modestes, très modestes, et donc pour 3 quarts pour des ménages ni pauvres ni riches, juste des gens normaux. Et voilà pour les grandes lignes de ce que l'on fait. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on a plein de questions, mais on va continuer notre exploration des outils d'accompagnement de la rénovation avec Vincent Feuillette maintenant, directeur de Rénov Occitanie, qui nous présentera leurs propres outils et également l'écosystème régional pour accompagner la rénovation qu'ils ont développé en Occitanie. Vincent ? Avec un micro, c'est mieux. C'est bon. Vous m'entendez ? Je te laisse passer. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Alors ça, c'est juste pour rappeler un peu ce qu'a évoqué Thierry Cotel tout à l'heure, hein, mais le fait qu'effectivement l'agence intervient de l'idéation jusqu'à la réalisation des projets. Donc ça nous donne les moyens d'avoir beaucoup de modalités d'action différentes avec une offre de services assez étendue et différents sujets donc, sur la question de la rénovation bâtimentaire que je vais vous présenter brièvement. Donc un sujet effectivement public-privé qui rejoint ce que vient de présenter Raphaël Claus, puisqu'on est porteur d'une société de tiers financement, et des sujets plus orientés bâtiment public ou bâtiment tertiaire, parce que c'est des enjeux qu'on a tous et qui nous remontent et sur lesquels donc, on essaye de faire émerger des solutions et des outils techniques pour apporter des réponses concrètes aux acteurs publics et privés qui sont sur le terrain en Occitanie. Donc, je vais vous présenter trois dispositifs portés par l'agence ou en cours de portage. Je te laisse passer sur le slide d'après, Philippe. Donc, le premier, c'est effectivement Rénov Occitanie, qui est à la base donc un dispositif de type société de tiers financement qui est porté par la SPL AREC en préfiguration depuis 2018 et de manière opérationnelle depuis le 1er janvier 2020. Et qui a une originalité, c'est qu'il est porté donc par la société publique locale de la REC dans le cadre d'une délégation de service public de la région, ce qui nous permet d'être extrêmement intégrés au dispositif du service public de la performance énergétique de l'habitat, qui est porté par la région et qui est déployé de manière opérationnelle depuis le 1er janvier 2021 dans le cadre du programme d'accompagnement SAR, qui est le nouveau programme de financement de l'accompagnement des ménages sur le territoire français. Donc, on a la chance, nous, à la fois d'avoir un bras sur la structuration des offres d'accompagnement auprès des ménages propriétaires de maisons individuelles ou copropriétaires dans du logement collectif,
et des offres de prêts associées, puisque tout comme Île-de-France Énergie, on a aussi les agréments de la CPR pour délivrer des prêts individuels aux propriétaires de maisons individuelles et des prêts collectifs en copropriété pour accompagner cette ingénierie financière et l'optimisation de l'effort mensuel restant au ménage sur des opérations de rénovation performante. Et à côté de ça, on est un support important des équipes des services de la région sur la structuration et le déploiement du service public avec sa vision plus large, hein, puisque ce n'est pas juste l'accompagnement de la société de tiers-financement, mais c'est aussi l'orientation des ménages vers des parcours qui préexistaient, les parcours réservés aux ménages précaires subventionnés par l'ANA ou des parcours privés, parce qu'il faut aussi se dire que nous, on est aujourd'hui service public, on ne fera pas tous les objectifs de la rénovation tout seul, donc on est vraiment dans notre rôle de déclencheur, d'accélérateur, et on espère être suivi par beaucoup d'acteurs privés derrière. Donc, on a un rôle assez intéressant en termes de structuration. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on travaille bien évidemment avec le support de l'Europe là-dessus, sur un dispositif de prêt BEI qui est relativement similaire à celui qui est mobilisé par Île-de-France Énergie et les autres sociétés de tiers financement en France, et également l'assistance technique ELENA, qui nous aide bien dans les 3 premières années de lancement du dispositif pour mettre en œuvre ces prestations. Je te laisse passer à la slide d'après. Donc ça, c'était vraiment logement privé. À côté de ça, étant donné notre rôle et notre posture d'agence régionale et les nombreux échanges qu'on a en termes de conseils et d'accompagnement des collectivités, on est bien évidemment mobilisé sur la question des bâtiments publics, qui est une question clé, où en fait on se rend compte que ça n'avance pas aussi vite qu'on veut parce que beaucoup de collectivités ne savent pas vraiment par quel bout prendre la question. Et donc, on intervient, on est en train de finir le design d'une offre globale hein, visant à accompagner les collectivités sur ces projets complexes en relais, en appui de l'ingénierie technique de leurs services et en lien également avec les partenaires techniques privés qui peuvent exister. Donc, on garde vraiment notre rôle, on n'est pas là en substitution d'acteurs existants, mais on est là vraiment en facilitation. Et en fait, ce qu'on essaie de faire auprès des collectivités, c'est vraiment de dupliquer ce qu'on fait auprès des propriétaires privés, parce qu'on se rend compte que les collectivités ont le même besoin d'être pris par la main, d'être accompagnés d'un bout à l'autre de leur projet, pour qu'on les accompagne tant sur les aspects de définition de la stratégie et d'études pour savoir que faire, que sur le montage des projets, avec en particulier, comme pour les privés, la question de l'ingénierie financière, qui est clé, hein, ça reste le nerf de la guerre. Donc, on travaille avec la Caisse des dépôts sur la capacité à monter des dispositifs de tiers investissement, de tiers financement pour les collectivités. Ce qui n'est pas toujours extrêmement simple dans les contraintes légales qui nous sont imposées et dans le peu de dispositifs marchés qui ne sont pas toujours adaptés aux plus petites des collectivités de notre région. Mais on avance et on avance aussi dans des cadres partenariaux, hein, des cadres partenariaux européens avec Aura2E en particulier, et on a répondu avec les équipes, avec Laurent Chanusso en particulier au programme Stepping. Hein, on espère faire émerger des modèles intéressants en termes de rénovation globale de bâtiments, et on travaille également en rôle de coordination, en particulier avec la FNCCR en France sur le programme ACTE pour essayer voilà, de mettre en place des accompagnements concrets qui vont au-delà de ce qui existe aujourd'hui pour accompagner les collectivités dans l'émergence de projets. Et enfin, un troisième dispositif assez récent chez nous, qui est le CIRCE, un service d'ingénierie régionale pour les certificats d'économie d'énergie. On reste bien évidemment dans le sujet de l'ingénierie financière, et sur la question des certificats d'économie d'énergie qui sont aujourd'hui un des leviers importants, si ce n'est principaux, du financement de la rénovation énergétique, tant pour les particuliers que pour les collectivités et les acteurs privés. Donc c'est un enjeu clé de savoir les mobiliser efficacement. Et on s'est rendu compte avec la région que ce n'est pas toujours le cas au sein des collectivités qui sont rarement, pour les plus petites d'entre elles, outillées et informés de ces dispositifs. Et donc, la région nous a demandé de porter un service à l'échelle régionale visant à faciliter la valorisation des C2E par les collectivités, en sécurisant un prix, en apportant de l'ingénierie, avec l'idée d'un financement innovant pour l'agence aussi, puisque
le temps et l'ingénierie qu'on passe, nous, au niveau de l'agence, au bénéfice des collectivités territoriales, il est financé en captant une part des C2E qu'on valorise sur les opérations sur lesquelles la région est maître d'ouvrage. Donc, c'est un dispositif assez innovant aussi en termes de structuration qui s'est fait en 2020 et on est en train de le déployer là, courant 2021. Donc, on espère que ça va porter ses fruits et aider aussi au financement, booster le financement et l'émergence d'un certain nombre d'opérations de rénovation sur des bâtiments publics. Voilà, je ne m'étale pas plus pour laisser de la place aux échanges et aux questions. Oui, merci beaucoup. Effectivement, non, c'était très intéressant. Je n'ai pas voulu vous couper. Je sais que nous sommes très en retard, mais j'aimerais quand même réserver quelques minutes pour... il y a le soleil qui m'aveugle. Désolé. Quelques minutes pour échanger, pour recueillir quelques questions quand même et quelques réactions de la part de nos participants. Et là, d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont connectées de mettre leur webcam, d'allumer leur webcam, si possible, pour cette dernière discussion. Voilà. Welcome back. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade, des réactions par rapport aux présentations des 3 initiatives phares qui ont été présentées? Et notamment, j'ai peut-être une question pour Adrien Michel. Est-ce qu'il est encore avec nous? Oui, bonjour. J'essaie de vous trouver sur le panel des webcams. Est-ce que vous connaissiez tous ces instruments, tant l'observatoire que les outils d'accompagnement? Alors, dans une vie antérieure, oui, je connaissais l'Observatoire régional de l'énergie qui était en région PACA. Et je connaissais plus récemment également Île-de-France Énergie que Raphaël m'avait présenté lors d'une mission à Paris il y a quelques temps. Donc oui, je connais un petit peu une partie des instruments. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ces initiatives qui étaient un petit peu pilotes et isolées il y a encore quelques années sont en train d'essaimer sur le territoire. Et je dois d'ailleurs ajouter à ce sujet que par rapport à d'autres États membres, la France fait plutôt figure de pionnière en la matière. Par exemple, avec le déploiement des sociétés de tiers financement, c'est quelque chose qui a été vraiment porté par beaucoup d'acteurs régionaux et locaux en France. Et donc, on s'en félicite au niveau européen. On est assez curieux aussi de suivre les résultats sur le terrain en termes de rénovation effectuée, en termes d'ambition des rénovations. Donc, j'étais particulièrement heureux de voir que les gains énergétiques en moyenne s'établissaient à près de 50% dans les copros en Île-de-France. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que vous le savez peut-être, mais la Commission européenne est en train de travailler à l'élaboration d'une taxonomie. Cette taxonomie qui donc vise à définir ce qui est compatible avec le climat totalement, partiellement ou incompatible avec le climat. Donc, tous les types d'investissements. Et sur l'efficacité énergétique, dans la proposition qui a été soumise à consultation publique, il y avait donc la proposition de n'autoriser la compatibilité totale, donc à 100% des investissements en efficacité énergétique, si et seulement si ceux-ci atteignaient au moins 30% de gains de performance. Donc, c'est à la fois un frein pour certaines institutions qui ont l'habitude d'autoriser des plans de rénovation énergétique, des investissements de rénovation énergétique, sans véritablement regarder la performance atteinte in fine. Par contre, c'est intéressant aussi parce que ça peut servir de levier pour des rénovations plus globales. Et donc là, on voit bien que sur le terrain, et notamment dans le segment des copropriétés, ça peut marcher.
Donc, ce retour d'expérience, il nous est extrêmement utile, extrêmement précieux pour tester de la validité de cette proposition du 100%, sachant que si vous êtes en dessous de 30% de gains de performance énergétique, on considérerait vos investissements comme compatibles à 40%. Et ça a des impacts très clairs, par exemple sur la facilité de relance européenne, où on pourrait être amené à demander aux États d'avoir au minimum un certain niveau d'investissement compatible avec le climat. Je crois que c'est 37%. C'est plein de chiffres, excusez-moi pour tous ces chiffres, mais enfin bon. Et pour atteindre 37% au niveau global, ça veut dire qu'au niveau efficacité énergétique, si on est à moins de 30% de gain de performance énergétique, ça devient compliqué d'atteindre ces 37% sur l'intégralité du plan. Donc, il est important pour nous de voir aussi la réalité sur le terrain et quels sont les outils les plus performants pour atteindre ce niveau de rénovation globale ou de rénovation complète. Non, c'est très intéressant ce que vous dites. Et effectivement, nous avons suivi aussi le développement de la taxonomie sur les investissements. On sait également qu'il y a eu de nombreuses requêtes de modification et de contestation de la part des États membres. Mais nous espérons bien sûr que la Commission parviendra à garder les éléments clés de ces vecteurs d'investissement vers l'énergie durable, vers le développement durable en général. Y aura-t-il d'autres réactions? Questions? Sinon, vu l'heure et vu... Alors, je pense que Serge Nocody n'est plus avec nous parce que j'allais proposer de... Didier, peut-être que tu voulais prendre la parole en complément, suppléance de Serge. Oui, peut-être. Je suis juste en train de lire le message que je viens de recevoir. Oui, effectivement, Serge, on a perdu Serge. Ok, on aurait voulu passer à la phase des recommandations parce que effectivement nous avons rédigé des recommandations ciblant le cadre réglementaire qui sont en discussion maintenant. Serge, c'est toujours là, hein? Encore là? C'est toujours là. Oui. Toujours là. 001. Ah. Eh bien, on ne te voit plus en fait. C'est moi? Ok, super. Me voilà rassuré. Ah, mais je suis toujours en ligne, ouais. Je suis toujours là. Ok, super, impeccable. Non, j'avais reçu un message, je m'inquiétais. Donc on a effectivement développé avec l'appui des agences régionales des recommandations ciblant les cadres réglementaires qui sont en train d'être discutés maintenant au niveau de la commission et à partir de juin dans la procédure normale avec le Parlement et le Conseil. J'inviterai, s'il n'y a pas d'autres questions et réactions, Serge Nocody à les présenter. Je partagerai maintenant l'écran. Vous m'entendez là? Oui. Bien, bah, écoutez, d'abord je vais surtout faire une petite conclusion et pas trop m'étendre du fait de l'heure très avancée, mais je pense que même si nous avons débordé un peu sur le temps, il était essentiel de cette première réunion de partage entre différentes structures et la Commission européenne. Pour moi, c'était essentiel aujourd'hui, c'était le but qu'on s'était fixé, c'était justement de pouvoir échanger et de développer au niveau de la FEDAREN cette interface indispensable à la réussite des politiques que nous menons. Alors, je voudrais surtout remercier bien sûr les élus européens et bien sûr régionaux, et puis les représentants de la Commission européenne, des agences régionales, et puis bien sûr les équipes de la FEDAREN, du président en passant par Dominique, notre secrétaire général, et puis bien sûr par Philippe et toute l'équipe. Et puis surtout, c'était de bien mesurer l'importance qu'on apportait aux enjeux de la transition énergétique et de la rénovation énergétique en particulier, et le besoin de changer d'échelle. Donc ça, c'était les éléments importants. Et puis l'autre point, c'était bien entendu pour ce changement d'échelle, d'avoir le soutien, bien entendu, un soutien fort européen, notamment dans le cadre des futures directives européennes, que ce soit sur les renouvelables, l'efficacité énergétique et le bâtiment. Et puis, comme nous sommes avec 3 régions aujourd'hui,
et avec les agences attachées à ces régions, je tiens à dire, on souhaite justement, et c'est ce que vient de dire Philippe, vous faire des recommandations. Alors, comme il y a 9 recommandations qui ont été faites, je ne vais pas vous les lister et les lire, bien entendu, elles vous seront d'ailleurs transmises de manière à ce qu'on puisse en rediscuter. Mais moi, je voudrais simplement relever quelques points essentiels. C'était vraiment de reconnaître formellement le rôle des services intégrés de rénovation de la directive relative à l'efficacité énergétique, afin de permettre la réplication de ces services. Et puis surtout, la facilitation du déploiement des services territoriaux intégrés. Un autre point qui a été évoqué ce matin, et c'est important, c'est de faciliter le tiers-financement pour la rénovation des bâtiments publics en France. Et on aimerait bien sûr, en créant une exception pour le paiement différé pour ce type de projet, car ceci est un frein en France très très fort. Et puis, un autre point, c'est bien sûr faciliter l'aide à la décision et le suivi avec les observatoires régionaux. Nous avons eu des beaux exemples de présentation, ce que font certaines régions. Ce qui est important, c'est justement de reconnaître et encourager les autorités nationales à soutenir les observatoires régionaux de l'énergie. On voit bien que les données, c'est un vrai souci, un vrai problème. Pour autant, ça je parle en mon nom propre, par l'expérience que j'ai avec Terristory et le consortium qu'on a pu créer autour justement de cet outil, c'est de reconnaître absolument la nécessité d'avoir des données tant du côté des territoires, mais même vis-à-vis de l'Europe, pour bien montrer que les financements portés par l'Europe portent vraiment leurs fruits sur les territoires. Donc, ça veut dire évaluer, bien sûr, la mise en place de ces mesures nationales d'accès aux données énergétiques, sans en compliquer, bien entendu, la mise en application. Alors après, un autre point, et là, ça sera ma conclusion, c'est toujours de rappeler le rôle clé des agences régionales, parce que je crois qu'aujourd'hui, on vient de le démontrer aujourd'hui encore, avec 3 régions qui portent fortement, il y en a d'autres bien entendu, mais c'est important de le noter. Sans ces agences régionales, je crois qu'on ne pourrait pas mener les politiques aujourd'hui que les régions doivent justement, pour lesquelles les régions sont missionnées, pour les porter. Et puis en plus, ça permet bien entendu d'aller beaucoup plus loin, c'est que l'apport des agences régionales bénéficie aussi à d'autres structures sur nos régions et nos territoires. Et puis, bien entendu, un point essentiel, c'est que comme le rôle des régions est essentiel et que nos agences sont bien entendu chargées de la mise en place du Pacte vert européen et la rénovation énergétique, eh bien, la coopération, je peux le dire, entre le niveau européen et le niveau régional est clé, notamment au niveau politique. Et donc, je fais un clin d'œil à M. Adrien Michel et je le remercie beaucoup pour aujourd'hui les informations qu'il a pu nous donner, mais je tiens à dire vraiment que vous pouvez compter sur la FEDAREN. Et là, je parle avec ma casquette, parce que je n'avais pas décliné aujourd'hui. Je suis aussi vice-président de la FEDAREN en charge de l'air et du climat. Et comme je suis assez souvent à Bruxelles, je serai très heureux à nouveau, avec d'autres partenaires et bien sûr d'autres régions européennes, de pouvoir vous rencontrer à nouveau pour justement, en permanence, être en contact et avancer sur ces dossiers. Voilà, je vous souhaite un bon retour, une bonne journée. Puis merci pour l'organisation et toutes mes excuses pour moi, pour mes problèmes, que je vous promets, je résolverai rapidement. Pas de souci. On sait, c'est toujours compliqué avec les réunions en ligne. Merci de ma part aussi à tous les intervenants, à tous nos intervenants, et merci à vous, Adrien Michel, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin. Dans quelques minutes, vous allez recevoir dans votre inbox des recommandations avec un ciblage, avec un détail de chacune de ces recommandations, et notamment qui pourrait alimenter votre travail actuel sur la révision de la directive efficacité énergétique, mais également sur éventuellement les plans de relance. Il y a de la lecture, ce qu'on vous envoie, des éléments. Et j'espère que cette discussion a été intéressante pour tout le monde. Bien sûr, c'est le début d'un débat, ça c'est sûr. On n'a pas toutes les solutions, on en a des outils, on a des pistes, mais on n'a pas encore tous les mécanismes en place pour parvenir à nos objectifs à l'horizon 2030. Donc, j'espère que la prochaine discussion qu'on aura, ça sera en présentiel. Peut-être à Bruxelles, peut-être ailleurs. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Est-ce que vous aurez quelques dernières réactions? Non? De la part de nos intervenants? Sinon, je pense qu'on peut clore ici le débat. Merci à tous. Merci et merci à toi. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Salut.
Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.